Dans les légendes de Wano, on raconte que certains sacrifices résonnent à travers les siècles, mais on oublie toujours de dire qu'ils commencent dans l'eau bouillante. Il était une fois un homme qui choisit de mourir pour que d'autres puissent vivre, et l'histoire se souvient toujours de ceux qui donnent tout pour l'avenir. Voici l'histoire d'Oden, l'histoire d'un sacrifice qui a planté les graines de la liberté, l'histoire de l'homme qui a changé le destin de Wano. À 8 ans, il terrassait des ours. À 10 ans, il buvait du saké avec la Yakuza. À 15 ans, il était déjà une légende que même les légendes craignaient de croiser. Dans les rues de la capitale des fleurs, on murmurait son nom comme un mélange d'admiration et de terreur. Car Oden n'était pas seulement fort, il était libre. Libre d'une liberté si pure, si absolue qu'elle dérangeait l'ordre établi. Les nobles le craignaient, les samouraïs le respectaient. Le peuple l'adorait, car là où les puissants ne voient que chaos, les faibles trouvaient protection. Là où les riches ne voyaient qu'insolence, les pauvres découvraient justice. Mais les enfants trop grands grandissent trop vite, et Wano était devenu trop petit pour contenir sa flamme. Les montagnes lui semblaient des collines, les rivières des ruisseaux, et l'horizon même paraissait étriqué, prisonnier de frontières invisibles mais infranchissables. Il rêvait d'océan, dans un pays qui avait oublié la mer. Il rêvait de liberté, dans une terre qui vénérait les chaînes de la tradition. Car Oden portait en lui une malédiction que peu comprennent. Il était né avec un cœur trop grand pour un seul pays, une âme trop vaste pour une seule époque, un destin qui dépassait les frontières de Wano. Les sages de son temps l'appelaient fou, les guerriers l'appelaient imprudent, mais l'histoire l'appellerait héros. Un jour, l'océan est venu à lui, sous la forme d'un géant à la barbe blanche qui collectionnait les fils perdus, comme d'autres collectionnent les trésors. Edward Newgate ne cherchait pas un nouveau fils ce jour-là, il a trouvé un frère, un égal, un homme qui portait la tempête dans ses veines, comme lui portait les tremblements de terre dans ses poings. La rencontre fut épique, deux forces de la nature qui se reconnaissent, deux rois sans couronne qui se saluent, deux légendes qui comprennent que leur destin vient de s'entremêler pour l'éternité. Sur le Moby Dick, Oden a découvert ce qu'était vraiment la famille. Pas celle du sang, mais celle du choix. Pas celle des obligations, mais celle de l'amour inconditionnel. Chaque membre de l'équipage était unique, venu d'horizons différents, portant ses propres blessures, mais tous unis par une force plus puissante que la parenté, la loyauté. Avec Barbe Blanche, Oden a appris que la liberté n'avait pas de frontières, que les rêves n'avaient pas de limites, et que l'amitié était la seule richesse qui valait la peine d'être partagée. Ils ont sillonné les mers comme des dieux de l'océan, défiant les tempêtes, les marines et les autres pirates qui osaient se dresser sur leur route. Mais jamais ils ne défiaient l'innocent, jamais ils ne brisaient l'espoir, car Barbe Blanche avait une règle simple, protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Oden a grandi sur ses flots, pas en âge, mais en sagesse. Il a compris que la force sans compassion n'était que barbarie, que le pouvoir sans responsabilité n'était que tyrannie, que la liberté n'avait de sens que si elle était partagée. Mais même les plus belles tempêtes finissent par s'apaiser, et le destin avait d'autres plan pour lui. Car un jour, un autre navire est apparu à l'horizon. Un navire qui portait le pavillon le plus redouté des mers. Celui de Goldie Roger, l'homme qui deviendrait le roi des pirates. Gold Roger n'était pas venu pour la guerre, il était venu pour l'histoire. Et l'histoire avait besoin d'Oden. La tension était palpable quand les deux équipages se sont fait face. D'un côté, la famille de Barbe Blanche, unie par l'amour et la protection. De l'autre, l'équipage de Roger, lié par l'aventure et la soif de vérité. Roger avait dans les yeux cette lueur particulière que seuls possèdent ceux qui ont vu au-delà du voile du monde. Cette étincelle de celui qui sait qu'il existe des secrets plus grands que les océans, plus profonds que les abysses et plus précieux que tous les trésors. Car Oden possédait un don que même les rois enviaient. Il pouvait lire les pierres qui parlent, les poneglyphes. Ces monuments de vérité que le gouvernement mondial voulait faire taire à jamais. La décision fut déchirante. Quitter Barbe Blanche, cet homme qui était devenu plus qu'un père, plus qu'un ami, un pilier de son existence. Mais Roger ne demandait pas sa loyauté, il demandait son aide pour accomplir quelque chose de plus grand que tous. Avec Roger, Oden a découvert que l'aventure avait un but, que chaque île visitée, chaque danger affronté, chaque mystère résolu les rapprochait d'une vérité ultime. Les poneglyphes racontaient une histoire, l'histoire du monde lui-même. Ils ont voyagé vers des îles perdues, des civilisations oubliées, des ruines qui gardaient les secrets du passé. Et à chaque pierre déchiffrée, Oden comprenait un peu mieux l'ampleur de ce qui les attendait. Le voyage vers Laftel fut le plus extraordinaire de tous. Cette île mythique cachée au bout du monde où reposait le plus grand secret de tous les temps, le One Piece. Pas un trésor d'or ou de joyaux, mais la vérité sur l'histoire du monde. Ce jour-là, sur cette île perdue, Oden a découvert le secret du siècle oublié. Il a compris pourquoi le gouvernement mondial craignait tant que cette vérité soit révélée. Il arrive face à la plus grande blague de l'histoire. Il a pleuré devant la plus grande tragédie de l'humanité. Mais les secrets sont des chaînes invisibles et Oden venait de se lier à jamais au destin du monde. Car maintenant il savait. Et savoir, c'est porter le poids de l'action. Roger lui-même a dit ce jour-là, « Oden, un jour quelqu'un viendra qui aura la force de changer le monde. Ce ne sera ni toi ni moi, mais quand ce moment viendra,
assure-toi que Wano soit prêt. Quand Oden est revenu à Wano, il n'était plus le même homme. Ses yeux avaient vu l'infini, son cœur portait le poids du monde, ses épaules supportaient l'avenir de l'humanité. Le pays qu'il retrouvait était exactement le même qu'il avait quitté. Et c'était là le problème, Wano était resté figé dans le temps, prisonnier de ses traditions, aveugle aux merveilles du monde extérieur. Il rêvait d'ouvrir les frontières, de partager avec son peuple les merveilles qu'il avait découvertes, de construire des ponts là où ses ancêtres avaient érigé des murs, de transformer Wano en phare de liberté plutôt qu'en forteresse de peur. Mais les changements font peur, surtout aux puissants qui profitent de l'immobilisme. Les daimyo voyaient en Oden une menace à leur autorité. Les nobles craignaient que l'ouverture ne dilue leur influence. Même certains samouraïs redoutaient que les traditions ne se perdent dans ce vent de modernité. Avec Toki, la femme qui voyageait dans le temps, il a trouvé l'amour. Un amour qui transcendait les époques, qui défiait la mort elle-même, car Toki portait en elle un secret. Elle venait du passé lointain, projetée vers l'avenir par le pouvoir de son fruit du démon. Ensemble, ils ont fondé une famille. Momonosuke, l'héritier qui porterait un jour le nom des Kozuki vers un avenir meilleur. Iori, la fille qui incarnerait la grâce et la beauté de Wano. Deux enfants nés de l'amour d'un rêveur et d'une voyageuse du temps. Oden était heureux. Pour la première fois de sa vie, il avait trouvé l'équilibre entre ses rêves et la réalité, entre son destin de héros et sa nature d'homme, entre les océans infinis et la terre natale. Mais le bonheur des héros n'est jamais éternel, car dans l'ombre, une bête guettait, une créature qui ne connaissait que la destruction, la domination, l'asservissement, une bête qui portait le nom de Kaido. Et avec elle venait un serpent, un homme rongé par la haine et la soif de vengeance, Kurozomi Orochi, dernier rejeton d'un clan déshonoré qui avait juré de voir Wano brûler plutôt que de la voir prospérer. L'orage approchait, et Oden, malgré toute sa force, malgré toute sa sagesse, ne le voyait pas venir. Kurozomi Orochi n'était qu'un serpent, mais les serpents savent où mordre pour que le venin se répande le plus vite. Il a vendu Wano à une bête, une créature qui ne connaissait que la force brute, qui transformait les rêves en cauchemars et les espoirs en cendres. Kaido, l'empereur aux 100 bêtes, celui que même les dragons redoutaient. Kaido n'est pas venu pour régner, il est venu pour posséder, pour faire de Wano sa fabrique d'armes, sa mine de granit marin, son atelier de guerre, pour transformer le pays des samouraïs en enfer industriel où les enfants mourraient dans les usines et où l'art millénaire de la forge servirait à créer des instruments de mort. L'invasion fut rapide et brutale, les défenses de Wano, conçues pour repousser les envahisseurs extérieurs, se révélèrent inutiles face à un ennemi venu du ciel. Kaido, sous sa forme de dragon, balaya les armées comme un typhon balaie les feuilles mortes. Les daimyo tombèrent un à un, certains par la force, d'autres par la corruption. Orochi savait manœuvrer dans l'ombre, promettre aux uns, menacer les autres et diviser pour mieux régner. Et ceux qui résistaient disparaissaient dans les géoles de la capitale des fleurs. Oden a vu son rêve se transformer en cauchemar, son paradis devenir un enfer, son peuple devenir esclave. Les forges sacrées où se créaient les sabres légendaires furent transformées en usines d'armement. Les rizières où poussait le grain nourrissant le pays furent polluées par les déchets industriels. Les rizières cristallines où les enfants jouaient devinrent des égouts à ciel ouvert. Mais le pire, c'était de voir l'espoir mourir dans les yeux de son peuple. Ces hommes et ces femmes, fiers qui avaient vécu libres pendant des siècles, réduits à ramper devant leur nouveau maître. Ces enfants qui auraient dû grandir en rêvant d'aventure, forcés de travailler dans les mines dès leur plus jeune âge. Oden serrait les poings, sa colère était comme un volcan sur le point d'exploser. Chaque injustice qu'il voyait alimentait sa rage, chaque larme versée par son peuple attisait sa fureur. Ce jour-là, le samouraï a choisi. Entre la sagesse et l'honneur, entre la patience et la justice, entre la survie et la guerre. Il allait défier Kaido, il allait libérer Wano, ou il mourrait en essayant. Il y a des batailles qui se gagnent avec l'épée, et il y a celles qui se gagnent en l'arrangeant. Orochi était rusé, plus rusé qu'Oden ne l'avait imaginé, car le serpent connaissait la faiblesse du samouraï, son amour pour son peuple. « Bats-toi contre nous et nous massacrerons 100 innocents pour chaque jour de résistance, avait dit Orochi. Mais si tu acceptes notre marché, si tu acceptes de danser pour nous, nus dans les rues, nous laisserons ton peuple en paix. Et dans 5 ans, nous partirons. » Le marché du diable, sacrifier sa dignité pour sauver des vies, troquer son honneur contre un sursis, accepter l'humiliation pour acheter l'espoir. Pendant 5 années, Oden a dansé, nu, ridicule, brisé aux yeux de tous. Pendant 5 années, il a sacrifié sa fierté, son honneur, sa réputation, pour acheter du temps. Chaque jour, il sortait dans les rues de la capitale des fleurs. Chaque jour, il dansait ces danses grotesques que lui avait enseigné Orochi. Et chaque jour, son peuple le regardait avec des yeux qui ne comprenaient pas. Oden a perdu la raison, murmuraient les uns. Oden s'est vendu aux envahisseurs, chuchotaient les autres. Oden n'est plus l'homme qu'il était,
pleurer ceux qu'il avait aimés. Mais Oden dansait, sous le soleil brûlant, sous la pluie glacée, sous les regards de mépris et les rires moqueurs. Il dansait parce que chaque pas ridicule était un jour de vie gagné pour un innocent. Chaque humiliation subie était une famille épargnée. La nuit, seul dans sa demeure, il serrait ses sabres et versait des larmes de rage. Toki le consolait en silence, sachant qu'elle ne pouvait rien dire pour alléger son fardeau, car ils savaient tous les deux que ce sacrifice était nécessaire, qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais les serpents ne tiennent jamais leurs promesses, ils ne font que changer de proie. Au bout de 5 ans, quand Oden est venu réclamer l'exécution du marché, Orochi a ri. Tu croyais vraiment que nous allions partir? Tu croyais vraiment que ta petite danse pathétique allait nous émouvoir? Ce jour-là, Oden a compris qu'il avait été trahi, que ces 5 années d'humiliation n'avaient servi qu'à permettre à Kaido de renforcer son emprise sur Wano, que son sacrifice avait été vain. Le jour où Oden a compris qu'il avait été trahi, quelque chose s'est brisé en lui. Pas son cœur était déjà en morceaux. Sa patience, sa foi en l'humanité, son espoir en un monde meilleur. Ce jour-là, le samouraï est mort. Et seul le guerrier est resté. Quand Oden a défié Kaido, ce n'était pas un homme qui se battait, c'était l'incarnation de la colère pure, la vengeance faite chair, la justice armée de 2 sabres légendaires. Enma et Ameno Abakiri chantaient dans ses mains. C'est l'âme qui avait goûté le sang des légendes, qui avait tranché les écailles des dragons, qui portait en elle l'âme même de Wano. Le combat fut titanesque. D'un côté, la bête au sang fort, maître des cieux et de la terre, empereur des mers et terreur des océans. De l'autre, un homme, un simple homme armé de sa rage et de ses idéaux. Mais quel homme! Oden se battait avec la fureur de 1000 guerriers. Chaque coup porté résonnait comme le tonnerre, chaque esquive défiait les lois de la physique, chaque attaque était un poème de violence pure. Ce jour-là, pour la première et dernière fois de sa vie, Kaido a connu la peur. Car face à lui ne se tenait pas un simple samouraï, mais la fureur de tout un peuple opprimé, la colère de toutes les familles détruites, la rage de tous les rêves brisés. Oden était plus qu'un homme ce jour-là, il était un symbole, l'incarnation de tout ce que Kaido haïssait, la liberté, l'honneur, l'amour de la patrie. Et pour la première fois depuis des décennies, l'empereur des bêtes doutait de sa victoire. L'issue du combat basculait en faveur d'Oden, ses sabres avaient ouvert de profondes blessures sur le corps de dragon de Kaido. Son haki déferlait comme un tsunami de volonté pure, sa détermination était inébranlable. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Kaido mort, Orochi en fuite, Wano libre, le monde aurait été différent. Mais le destin a une dernière carte à jouer, la plus cruelle de toutes, l'amour d'un père. Car Orochi dans sa lâcheté avait préparé un dernier piège, une illusion créée par son complice, la vieille sorcière qui possédait le pouvoir de copier les apparences. Son fils, Momonosuke, apparemment en danger de mort. Une seconde d'inattention, un père qui se retourne pour protéger son enfant, et l'espoir de tout un peuple s'effondre dans un cri de douleur. Le coup de massue de Kaido fracassa le crâne d'Oden. Le samouraï s'effondra, vaincu non pas par la force de son ennemi, mais par l'amour qu'il portait à sa famille. Il y a des morts qui tuent, et il y a celles qui donnent naissance à des légendes. La sentence fut prononcée avec la cruauté raffinée d'Orochi. Pas une exécution rapide, pas une mort honorable au sabre, non. L'huile bouillante, la chaudière de l'enfer. Une mort lente, atroce, humiliante. Oden et ses 9 samouraïs furent jetés dans cette marmite géante, remplie d'huile portée à une température infernale. Certains hurlèrent, d'autres prièrent, mais Oden sourit. Car dans cette chaudière de l'enfer, le samouraï avait trouvé une dernière façon de servir, une dernière manière de protéger ceux qu'il aimait. Il plongea ses mains dans l'huile bouillante et souleva la planche sur laquelle se tenaient ses compagnons. Pendant 1 heure entière, il porta le poids de 9 hommes au-dessus de sa tête, ses pieds et ses jambes brûlant dans l'huile, son corps entier devenant torche vivante. Si je tiens 1 heure, libérez mes hommes, avait-il crié à Orochi. Et il a tenu, minute après minute, seconde après seconde, défiant la douleur la plus atroce, la mort la plus cruelle. Son corps était en feu, ses muscles se déchiraient, sa peau se consumait, mais ses bras ne tremblaient pas. Dans cette souffrance ultime, Oden découvrit la véritable nature de l'héroïsme. Ce n'était pas la force des bras ou la rapidité de l'épée, c'était la capacité à souffrir pour les autres, à sacrifier sa vie pour que d'autres puissent vivre. Et il souriait, dans la douleur la plus atroce, face à la mort la plus cruelle, il souriait, car il savait que dans 20 ans, quelqu'un viendrait, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui terminerait ce qu'il avait commencé. Sa femme Toki avait vu l'avenir, et l'avenir portait un chapeau de paille. Dans 20 ans, murmura-t-il dans son dernier souffle, de nouveaux héros viendront à Wano, des pirates plus forts que moi. Et ce jour-là, Wano s'ouvrira enfin au monde. Puis il lança sa dernière attaque, pas contre Kaido ou Orochi, mais vers l'avenir. Les 9 fourreaux rouges projetés vers le ciel comme des étoiles filantes porteuses d'espoir. Ce jour-là, Kozuki Oden est mort, mais sa légende venait de naître, pour l'éternité. Les rois meurent, et les légendes survivent.
Et les rêves trouvent toujours quelqu'un d'autre pour les porter. 20 ans ont passé depuis la mort d'Oden, 20 années de souffrance pour Wano, mais aussi 20 années d'espoir secret, car la prophétie de Toki résonnait encore dans le cœur de ceux qui avaient gardé la foi. Et un jour ils sont venus, comme Oden l'avait prédit, des pirates d'un nouveau genre menés par un homme au chapeau de paille, qui portait en lui la même flamme que le défunt samouraï. Monkey D. Luffy n'était pas Oden, il n'avait ni sa force physique, ni sa maîtrise du sabre, ni sa connaissance des poneglyphes, mais il possédait quelque chose de plus précieux encore, la capacité d'inspirer les autres, de rallier les cœurs, de transformer les ennemis en alliés et les désespérés en héros. Avec lui vinrent les héritiers d'Oden, Momonosuke, l'enfant devenu homme portant le fardeau de son nom et la responsabilité de l'avenir de Wano. Les fourreaux rouges, ces samouraïs fidèles qui avaient survécu à 20 années d'exil pour tenir leur serment à leur seigneur défunt. La bataille finale fut épique, plus grande encore que celle qu'avait menée Oden, car cette fois ce n'était pas un homme seul contre un empereur, c'était toute une alliance, tout un peuple qui se levait pour reconquérir sa liberté. Kaido tomba, Orochi périt, et Wano put enfin respirer l'air de la liberté. Aujourd'hui, des frontières sont ouvertes. Les enfants peuvent rêver d'océans sans craindre la punition. Les forgerons créent à nouveau des œuvres d'art au lieu d'armes de guerre. Les rizières coulent clair, les rizières verdoient, et dans les rues de la capitale des fleurs, on entend à nouveau les rires. Kozuki Oden voulait ouvrir Wano au monde. Il est mort avant d'y parvenir. Mais sa mort a ouvert quelque chose d'encore plus grand. Elle a ouvert les cœurs, elle a ouvert les esprits, elle a ouvert l'avenir. Car les vrais héros ne meurent jamais vraiment. Ils vivent dans chaque acte de courage qu'ils inspirent, dans chaque rêve qu'ils allument, dans chaque espoir qu'ils transmettent. Il y a des rois que l'on craint, il y a ceux que l'on respecte, et puis il y a ceux que l'on aime, même après leur mort. Oden ne voulait pas être roi, il voulait être libre, et dans la mort, il l'est devenu, pour l'éternité. Son rire résonne encore dans les vents de Wano, sa flamme brûle encore dans le cœur de ceux qui refusent l'oppression. Son rêve continue de grandir, porté par chaque nouvelle génération d'aventuriers qui choisissent la liberté plutôt que la sécurité, l'honneur plutôt que la facilité, l'amour plutôt que la haine. Car c'est cela en réalité l'héritage d'Oden, pas un trône ou des richesses, pas même un pays libéré, mais une idée. L'idée que chaque être humain mérite d'être libre, que chaque rêve mérite d'être poursuivi, que chaque vie vaut la peine d'être vécue intensément, passionnément, héroïquement, à la mémoire de tous ceux qui rêvent trop grand, à la mémoire de Kozuki Oden, le roi, sans couronne, le samouraï éternel.